Imaginez un immense immeuble. On y entre par des portes différentes. On emprunte des ascenseurs plus ou moins rapides. Et parfois, on reste coincé entre deux niveaux. La structure sociale, c'est l'architecture de cet immeuble. Qui occupe quel étage? Avec quelle clé? Quelle marge de manœuvre? Et comment l'édifice s'est transformé au fil du temps? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, on fait deux choses d'un même mouvement. D'abord, lire la carte de l'espace social, comment il se hiérarchise selon les critères, puis parcourir les grands travaux qui l'ont remanié depuis la moitié du XXe siècle. Salarisation, tertiarisation, féminisation. On avance en regardant la vie concrète, chiffres en tête, exemples à l'appui et sans jargonner. Commençons par la boussole. Caractériser la structure sociale, c'est classer des positions en fonction de ressources socialement valorisées. Revenus, patrimoine, diplôme, pouvoir dans l'organisation, prestige du métier. C'est l'occasion de poser une distinction essentielle pour vous. Une différence n'est pas toujours une inégalité. Une inégalité suppose un accès inégal à des ressources qui comptent vraiment aux yeux de la société, socialement valorisées, parce qu'elles procurent des avantages aux uns et des désavantages aux autres. Ainsi, la différence de diplôme est une inégalité car elle influe fortement sur l'emploi et les revenus. En revanche, être plus ou moins bon à la pétanque n'en est pas une, car cela ne modifie pas spécialement la place dans la société. En filigrane, c'est bien de cela qu'il s'agit, comprendre comment s'ordonne la société française. Et surtout, comment cette hiérarchie se traduit dans des écarts concrets de conditions de vie et d'opportunités entre les groupes sociaux. La statistique française, pour rendre compte visible ces hiérarchies, s'appuie sur la nomenclature des PCS, professions et catégories socioprofessionnelles. On retrouve 8 groupes socioprofessionnels, 6 actifs et 2 inactifs. D'un côté, les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, et enfin, les employés et les ouvriers. Voici pour les actifs. Pour les inactifs, on retrouve les retraités et les autres personnes sans activité professionnelle, comme les étudiants, les chômeurs ou les personnes qui n'ont jamais travaillé, qui ne se contentent pas de dire ce que vous faites. Elles combinent plusieurs critères et c'est important de les connaître. La profession, le type d'activité exercée, enseignant, médecin, ouvrier du bâtiment, etc. Ensuite, le statut de l'emploi. Être salarié ou indépendant ne renvoie pas à la même position sociale. Encore, le niveau de qualification. Le diplôme et les compétences exigées différencient les métiers. On utilise aussi la position hiérarchique. Encadrer une équipe ou exécuter des tâches n'implique pas le même pouvoir. Tout comme la taille de l'entreprise. Travailler dans une petite structure ou dans un grand groupe change les conditions de travail. Il faut aussi prendre en compte le secteur d'activité, public, privé, agriculture, industrie ou services ne donnent pas les mêmes perspectives. Il faut comprendre que ces critères ne valent pas isolément, mais ensemble pour situer chacun dans l'espace social. Résultat, on ne parle pas d'une case figée, mais plutôt d'un ensemble de repères qui, mis bout à bout, dessinent une place sur la carte sociale. C'est un peu comme Google Maps, sauf que ici, ce n'est pas ton GPS qui choisit, mais ton diplôme, ton statut, ton revenu. Et parfois,
un peu de chance aussi. Prenons quelques éléments dont les professions et catégories socio-professionnelles nous informent. Dans le salariat, la pente est assez claire. Plus ton diplôme grimpe, plus la probabilité d'accéder à un emploi stable, bien payé et plus autonome augmente. D'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'un bac+5 a beaucoup plus de chances qu'un bac+3 d'obtenir un CDI rapidement? Eh bien, oui. 68% des bac+5 décrochent un CDI en moins d'1 an, contre 57% pour les bac+3 ou 4. Et les écarts de salaire sont tout aussi parlants. Un cadre gagne en moyenne 4 570 € net par mois, quand un employé tourne autour de 1 960 €. Vous voyez l'écart? Presque comme si certains jouaient en Ligue des Champions et d'autres au niveau départemental. Chez les non-salariés maintenant, la hiérarchie, elle est beaucoup moins linéaire. En moyenne, les indépendants gagnent 4 040 € par mois. Mais attention, la dispersion est énorme. 11% déclarent même 0 revenu, voire un déficit. Pas très motivant, non? Les artisans commerçants, eux, tournent autour de 2 500 €. Mais au prix de semaines très longues, plus de 42 heures en moyenne et bien plus pour certains métiers comme la boulangerie. Et à l'autre bout, certains créateurs de start-up passent de galères financières à des levées de fonds spectaculaires qui gonflent d'un coup leur patrimoine. Même statut d'indépendant, mais des trajectoires sociales totalement différentes. C'est bien pour ça qu'on raisonne en combinaison de critères. Le statut, oui, mais aussi les revenus, le diplôme, la taille de la structure, la clientèle, la stabilité de l'activité. Et vous, si vous deviez choisir, vous préféreriez la sécurité d'un salaire stable ou l'aventure risquée mais potentiellement très lucrative de l'indépendance? Qu'en est-il du diplôme? Il reste un marqueur central. En 2011, 75% des cadres avaient un diplôme supérieur à bac+3 contre seulement 11% des employés et 3% des ouvriers. À l'inverse, près de 40% des ouvriers et 29% des employés n'avaient qu'un CAP ou un BEP. Autrement dit, plus on monte dans la hiérarchie des professions, plus le niveau du diplôme s'élève. Pas besoin d'être devin pour comprendre ça. Sans diplôme, l'ascenseur social a tendance à rester bloqué au rez-de-chaussée. Et puis, le patrimoine, tiens, qui suit le cycle de vie. En 2021, le patrimoine net médian des ménages était d'environ 125 000 €. Avant 30 ans, c'est à peine 37 000 €. Mais ça grimpe régulièrement pour dépasser 214 000 € autour des 60 ans, avant de redescendre après 70 ans. Ça illustre bien l'importance de l'achat d'un logement ou de l'héritage. Question pour vous. Vous pariez plus sur l'épargne régulière ou sur merci papi mamie? On peut encore parler de la composition du ménage. Elle aussi pèse lourd. En 2023, le niveau de vie médian d'une famille monoparentale était de 18 600 € par an, contre 26 400 pour un couple avec enfants et 32 600 pour un couple sans enfants. En clair, à revenu égal, vivre seul avec des enfants réduit fortement le pouvoir d'achat. Comme disent certains parents solos, on ne partage pas seulement l'amour, on partage aussi les factures. Ah, j'oubliais. Le genre, bien sûr. Ça aussi, c'est un facteur puissant d'inégalité. En 2023, les femmes gagnaient en moyenne 22% de moins que les hommes. Même à temps de travail égal, l'écart restait de 14%. Et à poste strictement identique, dans le même établissement, il persistait encore à 4%. Cela reflète le poids des interruptions de carrière, du temps partiel et des plafonds de verre. Alors, je vous pose la question. On est en 2025. Mais pourquoi l'égalité salariale reste-t-elle encore un chantier ouvert? Pour terminer cette longue liste, on peut parler du territoire.
les plus hauts revenus se concentrent. À votre avis, où ça? En Île-de-France, 43% du fameux 1% les plus riches vivent dans la région, dont beaucoup à Paris et dans les Hauts-de-Seine, pour ceux qui connaissent le 9-2-92. À l'inverse, dans certains quartiers prioritaires, 42% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et le chômage atteint 18%, soit plus du double de la moyenne nationale. Bref, la carte sociale épouse encore largement la carte géographique. Et là, on comprend vite que ton adresse postale pèse presque aussi lourd que ton diplôme. Au total, la hiérarchie française ne se réduit pas à un seul critère. C'est un vrai faisceau. Diplôme, revenu, patrimoine, genre, composition familiale, âge, territoire, bref. Un cocktail qui détermine la place de chacun dans l'espace social. Au fait, si t'es toujours là en train de m'écouter, fais quelque chose pour moi. Tu trouves ce contenu utile? Pense à liker, commenter ou partager. Sinon, l'algorithme va l'enterrer. Alors que si tu t'engages, tu sais que l'algorithme, il peut faire exploser la vidéo et proposer ce contenu à d'autres personnes comme toi qui en ont besoin. Au fait, pour retrouver une communauté et une application gratuite et illimitée complète en SES, rends-toi sur lavoideses.fr. Je te garantis que ça peut te servir pour ta culture générale, ton année scolaire, et pour les terminales, ça peut leur sauver leur bac. Reprenons. Maintenant, levons un peu la tête. L'immeuble social n'est pas resté figé depuis 1945. Il a été rénové, il a été bouleversé en profondeur. Et pas un petit coup de peinture. 3 chantiers majeurs ont complètement rebattu les cartes. Premier chantier, la salarisation. Aujourd'hui, la très grande majorité des personnes en emploi sont salariées, dans le public comme dans le privé. En 2023, près de 9 actifs sur 10 avaient un contrat salarié. Résultat, le contrat de travail, la négociation collective, la protection sociale sont devenus les piliers du système. Mais ça a aussi resserré le lien entre diplôme, carrière et salaire. Concrètement, la porte d'entrée de l'immeuble passe désormais par un diplôme, un concours, un CDI, parfois un CDD. Et attention, près d'un salarié sur 10 reste coincé dans les couloirs du turnover, entre intérim, contrat court. Pour monter les étages supérieurs, que faut-il faire? Ça sera l'objet d'un podcast plus tard. Passons au deuxième chantier, la tertiarisation. L'économie française s'est déplacée massivement vers les services. Éduquer, soigner, vendre, transporter, conseiller, coder, divertir. Bref, on parle de métiers de relations avec des humains plutôt qu'avec des machines. Et ça change profondément le travail. Plus d'horaires décalés, des contraintes liées au flux, beaucoup d'interactions émotionnelles et des évaluations qui reposent de plus en plus sur la satisfaction client ou de l'usager. Petite parenthèse. Qui parmi vous a déjà bossé dans le commerce ou la restauration ou la logistique? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1962, environ 40% des emplois appartenaient déjà au tertiaire. En 2019, on est passé à 76%. Autrement dit, en un demi-siècle, plus 36 points de pourcentage. Dans le même temps, l'emploi industriel a fondu. De 30% des emplois en 1962 à seulement 13% en 2019. Bref, le chantier de la tertiarisation a complètement redessiné la façade de l'immeuble social. Les ateliers et les usines ont laissé place aux bureaux, aux commerces, aux hôpitaux et aux plateformes logistiques. Et encore, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, voire même de l'IA. Que nous réserve l'avenir? N'oublions pas les territoires. La tertiarisation a profité aux métropoles, aux villes de préfecture, avec leurs administrations, leurs hôpitaux, leurs universités, les services aux entreprises. Pendant ce temps, certains bassins industriels fragilisés tentent de se réinventer, mais pas toujours au même endroit.
Moralité. Avoir une voiture fiable, une ligne de train, du covoiturage, ça agrandit le périmètre des opportunités. À l'inverse, le coût de déplacement, le temps, l'argent, garde d'enfants pèse encore lourd sur celles et ceux qui ont le moins de marge. Troisième chantier, la féminisation. En quelques décennies, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail a complètement remodelé les ménages et les trajectoires. En 2024, 66% des femmes de 15 à 64 ans sont en emploi, contre 71,5% des hommes. Et chez les 25-34 ans, 56% des femmes sont diplômées du supérieur, contre 48% des hommes. Mais les inégalités persistent. Le temps partiel reste très féminin, 26,6% des salariés, contre 7,8% chez les hommes. Et au total, 78% des emplois partiels sont occupés par des femmes. Désolé pour ces chiffres, mais c'est vraiment très parlant et je vais continuer. Derrière ces moyennes, il y a des vies bien réelles, horaires coupés dans le commerce, nuits à l'hôpital, journées d'aide à domicile. Et surtout, n'oublions pas que la féminisation a été facilitée par la tertiarisation. L'essor des services a ouvert des étages entiers de l'immeuble de l'emploi où les femmes sont devenues largement majoritaires. Aujourd'hui, près de 9 femmes en emploi sur 10 sont dans le tertiaire. Environ 87% contre 67% des hommes. Des hôpitaux aux écoles, des services aux entreprises à la logistique, ce sont les métiers de relations et d'organisation qui dominent. Mais l'accès aux étages supérieurs reste encore freiné par la segmentation des secteurs, par le poids du temps partiel et par la moindre présence dans les postes les mieux rémunérés. Alors, comment caractériser la structure sociale d'aujourd'hui ? Comme un espace multidimensionnel ordonné par des ressources rares, revenus, patrimoine, diplôme, pouvoir, des positions, salariés, non salariés, encadrement, taille et secteur d'organisation, des variables biographiques, âge, genre, cycle de vie, lieu de résidence. Et cet espace a été remodelé en profondeur, comme on l'a dit, suivant 3 grands chantiers historiques. La salarisation, tertiarisation et la féminisation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on ne ferme pas la porte de l'immeuble. Au prochain épisode, on entrera dans les grandes grilles de lecture, théorie des classes de Marx à Weber, et débats contemporains sur leur pertinence dans une société tertiaire et diplômée. Qui parle encore de classe sociale ? Merci pour votre écoute. À ciao.